Plusieurs personnalités ont été placées sous mandat de dépôt dans l'affaire EDMSA. Les détails à suivre. La Banque mondiale fait une revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financiers au Mali, 1,8 milliard de dollars pour un ensemble de 24 opérations couvrant divers secteurs d'activité. C'est demain la rencontre Mali-Namibie pour la 3e journée de la CAN 2023. Éric Sékouchel a animé ce jour la conférence de presse d'avant-match. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Nous vous en parlions hier. L'ex-ministre de l'Énergie a été placé sous mandat de dépôt hier lundi dans l'affaire EDM. Dans la soirée, plusieurs autres responsables ont été également emprisonnés. On fait le point de cette affaire avec Aminata Keita. Depuis plusieurs semaines, l'affaire EDM défraie la chronique et passionne. Hier, d'importants développements sont intervenus dans ce dossier qui semble tentaculaire. Après 10 jours de garde à vue au pôle national économique et financier, l'ancien ministre de l'Énergie qui avait démissionné de son poste le 31 mai 2023 a été placé sous mandat de dépôt ce lundi par la Cour suprême pour faux et usage de faux, atteinte aux biens publics. L'ex-ministre a, selon la justice, envoyé à son homologue de l'économie et des finances une demande de prise en charge pour l'acquisition de 4 turbines à combustion et 29 groupes électrogènes. Ce contrat est, d'après les investigations de la justice, caractérisé par l'absence du cahier des clauses techniques particulières, expressément annoncé comme un document faisant partie intégrante du contrat. Toujours d'après la justice, les mentions inexactes, voire fausses contenues dans le contrat ne peuvent et sauraient être ignorées par Lamine Seydou Traoré. Plusieurs autres mandats de dépôt ont été décernés à l'issue de cette journée marathon d'auditions, notamment contre les ex-directeurs généraux Oumar Diarra et Koureissi Konaré. D'autres responsables, comme l'ex-chef du département et compliance de l'EDM, ancien directeur de la production Ousmane Traoré, Joseph Terra, le chef du département juridique, Amina Niane, secrétaire général chargé du département juridique, notamment ont tous été placés sous mandat de dépôt. Des opérateurs économiques qui évoluent dans le domaine des hydrocarbures vont également passer par la case prison. Durant l'instruction, les enquêteurs disent avoir constaté des écarts en quantité de combustible non livré. Il s'agit de 315 000 litres de fuel pour la société Baraka Petroleum, la société La et Fils du très connu Mamala avec un écart de 19 989 000 litres de gasoil, suivi de la société Fatoumata Bathily avec un écart de 2 837 340 litres de gasoil. La justice précise par la suite que Baraka Petroleum a livré en hors taxe les 315 000 litres de fuel. Quant à la société La et Fils, elle a livré hors taxe une quantité de 6 86 983 litres, réduisant son écart à 13 902 017 litres. Mamala a toutefois été placé sous mandat de dépôt également. Selon le journaliste Ishaka Tamboura, ceux placés sous mandat de dépôt tard dans la nuit sont arrivés à la maison centrale d'arrêt de Bamako aux premières heures de ce matin. Les dames sont abolées. La Direction générale des impôts a procédé aujourd'hui au lancement du quitus fiscal dans le cadre de la digitalisation du processus de délivrance du quitus fiscal qui doit faciliter le climat des affaires au Mali. Djanaba Samaki. Le e-quitus fiscal est une plateforme digitale qui vise à améliorer la délivrance des services de la Direction générale des impôts aux usagers et faciliter le climat des affaires dans les pays. L'une des raisons qui a motivé la mise en place de cette plateforme digitale a été l'identification de la lenteur dans la délivrance du quitus fiscal comme un des facteurs impactant négativement la célérité du processus de passation des marchés. C'est pourquoi il a été instruit aux services techniques de digitaliser le processus de délivrance du quitus fiscal. Cette décision devrait répondre au souci de réduire le délai d'obtention du quitus fiscal à travers la réorganisation du circuit de traitement et la limitation des intervenants dans le processus. Le déploiement de la plateforme e-quitus vient conforter la transformation numérique à la Direction générale des impôts et le climat des affaires. Il vise les objectifs fondamentaux suivants: la simplification des procédures de délivrance du quitus fiscal, le gain en temps et en ressources, le renforcement du civisme fiscal, la transparence dans les relations entre l'administration et les contribuables,
l'amélioration du climat des affaires, la consolidation de l'application des règles de bonne gouvernance. La plateforme est accessible par tous les équipements connectés, à savoir les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs portables notamment, et est acceptée aussi par tous les navigateurs Internet et dispose de 3 grandes fonctionnalités qui sont la demande d'adhésion, la demande de quitus et la vérification. En ce qui concerne la demande d'adhésion, le contribuable se connecte à la plateforme Equitus. Il clique sur l'onglet « Faire une demande d'adhésion » et il reçoit ce formulaire qu'il remplit. Sur ce formulaire, il met le NIF de la société qu'il représente, son nom, son prénom, les références de sa pièce d'identité qui peut être le NINA, le passeport, la fiche individuelle ou la carte d'identité. La vérification se fait de 2 manières, en se connectant au mini-vérificateur de la plateforme et en y notant les NIF et les numéros de quitus, puis lancer la recherche ou en scannant le QR code du document en question. Selon la DGI, tous ces processus de traitement peuvent se faire en une journée s'il n'y a pas de contraintes majeures. Pour un engagement financier de 1,8 milliard de dollars, le portefeuille de la Banque mondiale au Mali comporte un ensemble de 24 opérations. Ce portefeuille couvre essentiellement les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau et du transport. C'est ce qui ressort d'une session de la revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Mali. Soumaïla Fani. La session politique de l'édition 2024 de la revue conjointe du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Mali, prévue sur 2 jours, a été clôturée ce mardi 23 janvier. Occasion pour la Banque mondiale de présenter l'état de ses opérations dans notre pays. À ce jour, le portefeuille de la Banque mondiale au Mali comporte un ensemble de 24 opérations pour un engagement financier de 1,8 milliard de dollars des États-Unis. Ce portefeuille couvre essentiellement les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau et du transport. Ces 4 secteurs représentent ensemble 72% des engagements de notre institution au Mali. À l'issue des discussions, il est ressorti que notre portefeuille a été très performant pour l'année fiscale 2023, avec un taux de décaissement de 36,7%. Selon elle, ces montants décaissés ont permis d'atteindre d'importants résultats. Ils ont contribué à la fourniture de l'électricité à plus de 300 000 personnes au milieu rural, au raccordement de 60 000 personnes en réseau de distribution d'eau pérenne et à la réalisation de plus de 1000 km de pistes rurales. Mieux encore, ces ressources ont contribué à un triplement de l'utilisation des services de santé dans les zones couvertes. Cette revue ayant pour objectif d'améliorer la durée des résultats des opérations financées par la Banque mondiale pour le chef du département de l'économie et des finances, un tel exercice permet de suivre de près et à tous les niveaux l'évolution du portefeuille et de l'assainir. L'objectif ultime d'un tel exercice est d'accroître significativement la capacité d'absorption du pays dans l'utilisation des ressources financières mises à sa disposition par la banque en vue d'accélérer et de respecter les délais initiaux de réalisation des projets et d'atteindre des résultats permettant un développement durable en luttant efficacement contre la pauvreté. J'ai noté avec satisfaction qu'à l'issue de vos travaux, un diagnostic complet du portefeuille a permis d'identifier et d'analyser les contraintes ou difficultés majeures qui plombent la performance du portefeuille et conséquemment des propositions de solutions adossées à des recommandations pertinentes ont été faites et traduites dans le plan d'action d'amélioration de la performance du portefeuille que vous venez de nous présenter. Toutefois, les débats lors de la session ont également fait ressortir le besoin d'une action soutenue de toutes les parties prenantes afin de réaliser les objectifs de développement des projets et assurer la durabilité des résultats enregistrés.
Parlons diplomatie. Après plusieurs mois consacrés au Proche-Orient, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a entamé hier lundi une 4e tournée sur le continent africain avec pour objectif de réaffirmer l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique ainsi que de contrer l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent. 4 pays sont ainsi concernés, notamment le Nigeria, l'Angola, le Cap-Vert, où le chef de la diplomatie américaine a effectué lundi une rapide escale avant de rejoindre la Côte d'Ivoire, où il a assisté à la défaite 4-0 des Ivoiriens au stade Alassane Ouattara d'Ebempe. Au Cap-Vert, le secrétaire d'État américain a assuré que les États-Unis sont résolus à approfondir et élargir les partenariats à travers l'Afrique. Direction la Côte d'Ivoire justement, alors que la phase de poule prend fin demain mercredi, le tableau des 8e de finale se dessine déjà. Plusieurs équipes ont validé leur qualification. Assetoumani Koulibaly. On connaît déjà 11 des 16 qualifiés pour les 8e de finale de la CAN. Les résultats d'hier lundi ont été déterminants pour plusieurs équipes. La Guinée, l'Angola, le Burkina Faso, le Mali et le Maroc se sont qualifiés sans avoir à jouer leur dernier match de poule. Ces nouveaux qualifiés s'ajoutent au Sénégal et au Cap-Vert, déjà assurés après la 10e journée de disputer le prochain tour. La Guinée équatoriale a électrisé le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe en s'imposant 4-0 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Le Nzalang national valide ainsi la première place du groupe A, suivi du Nigeria du Ballon d'Or Victor Osimhen, qui a battu la Guinée-Bissau 1-0. L'Égypte, septuple vainqueur du trophée, s'est qualifié sans avoir gagné le moindre match. Les Pharaons ont concédé le nul 2-2 face au Cap-Vert. 2-2, c'est aussi le score entre le Ghana et le Mozambique. Énorme désillusion des Black Stars qui sont passés en 5 minutes d'une position de qualifié à celle d'éliminer de la compétition. Mais le scénario dans le groupe B redonne de l'espoir aux pays hôtes qui gardent encore ses chances de voir les 8e. Dans le groupe E, une défaite de la Tunisie contre l'Afrique du Sud, conjuguée à un revers de la Namibie face au Mali, enverrait les éléphants en 8e parmi les 4 meilleurs 3e. Aussi, dans le groupe F, une victoire du Maroc contre la Zambie et du Congo devant la Tanzanie, dans le groupe F, serait qualificatif pour les hôtes du tournoi. Le Cameroun, après un match de fou remporté 3-2 face à la Gambie, a validé sa qualification. Après la lourde défaite subie à domicile 4-0 face à la Guinée équatoriale, des incidents ont été signalés à Abidjan. Plusieurs personnes ont réclamé la démission du sélectionneur ainsi que de celle du président de la Fédération ivoirienne de football. Écoutons Aboubakar Walkacho Ouattara, rédacteur en chef du journal d'Abidjan. C'est que nous avons noté une très forte colère des supporters ivoiriens, ceux qui étaient sur le chemin de l'entrée des vestiaires ont insulté, ont lancé des propos pas très tendres aux joueurs en les qualifiant de nuls, en les qualifiant de joueurs qui n'ont pas le sens de la patrie. Et après cela, certains supporters aux alentours du stade s'en sont pris à deux bus qui les ont convoyés d'ailleurs avant le match au stade. Et dans la ville, il y a eu quelques échauffourées par endroits. Des personnes ont manifesté leur colère. Il y a même un village où la maison d'une personne taxée de sorcière a été incendiée. Il y a eu quelques actes de vandalisme, de quelques personnes, ça s'est arrêté là. La nuit dans l'ensemble a été calme. Ce matin, le QG des éléphants est quadrillé parce qu'il y a eu déjà des supporters faisaient le guet autour de leur hôtel. Ils ont été chassés par la gendarmerie. Ce matin, le dispositif sécuritaire a été renforcé autour de leur hôtel. Certains Ivoiriens ont appelé à manifester au siège de la FIF afin de demander la démission de l'entraîneur et du président de la Fédération ivoirienne de football. Donc voici pêle-mêle, les sentiments sont mélangés.
Après le match nul entre le Mali et la Tunisie samedi dernier, les Aigles feront face aux braves Warriors de la Namibie demain à San Pedro. Suivons ensemble la conférence de presse d'avant-match animée par Éric Sékouchel, le sélectionneur des Aigles du Mali. C'est vrai qu'on est officiellement qualifié. Maintenant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois en conférence de presse, on va jouer chaque match pour les gagner. Donc aujourd'hui, il y a un adversaire qui arrive, qui est la Namibie, qui est un adversaire très intéressant, qui est une équipe qui est, moi je ne qualifierais pas de surprenante, non. Ils sont venus avec leurs armes, ils ont un projet de jeu qui est bien établi. Et donc nous, le but du jeu, c'est toujours d'aborder ces matchs avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie de bien faire, et ensuite d'ambition. Respecter une équipe, c'est pas avoir peur. Voilà, je pense que c'est, encore une fois, comme je viens de le dire, que c'est une bonne équipe, qui a un projet de jeu qui est bien établi, qui a une identité de jeu, qui a un état d'esprit et une cohérence dans l'effectif qui est très intéressant. Ils ont un bon coach aussi. Moi, j'aime beaucoup cette équipe. Ils ont également physiquement, on va dire par leur situation géographique, ils ont des qualités naturelles de course qui est au-dessus de la moyenne. Donc ils sont capables de mettre beaucoup d'intensité. Maintenant, ça va être un bon match. Nous, on a des qualités aussi à faire valoir. Donc le but du jeu, c'est de faire un match pour bien se préparer pour le futur du tournoi et surtout avoir la satisfaction d'avoir bien commencé cette canne et de bien finir ces phases de poule. On est très concentré. Je pense qu'on fait un bon début de canne. Voilà, après, on sait ce qui se passe dans ce genre de compétition. C'est un tournoi très relevé et je pense que le monde entier l'a vu. Sinon, dans l'ensemble, nous personnellement, on s'entraîne très bien. Je pense qu'on fait un bon début de CAN, comme je l'ai dit, et il va falloir continuer sur cette lancée pour pouvoir attaquer les phases d'élimination directe très rapidement et très concentré. Bonne chance aux Aigles, nous sommes de cœur et d'esprit avec vous. Fin de ce 1945, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.